482e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Président, bonjour. Bonjour. Alors, un mot d'explication d'abord sur l'absence de Marie Derbès, qui bien entendu reprendra sa place aux avant-postes pour la saison 2017-2018. Mais Marie, en sortant de la cathédrale du Mans ce week-end, a voulu s'interposer dans une bagarre conjugale en pleine rue et elle a reçu tous les mauvais coups. Elle a une âme de mousquetaire. Hein. Voilà, donc je crois que ça ne va pas durer très longtemps, mais elle s'est jugée provisoirement immontrable. Donc je la remplace au pied levé. Dans l'actualité, évidemment, le cyclone Irma qui ravage les îles, diverses îles dans les Antilles, dont les îles françaises, bien entendu, de la partie française de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est une région que vous connaissez bien. Oui, j'y passe en général mes vacances en République dominicaine. Et pourquoi la République dominicaine plutôt que les Antilles françaises ? Quand je vais dans les Antilles françaises, je suis l'objet généralement de manifestations d'hostilité, voire même d'agressions ou de vols, comme je le fus, de la part du député Marie-Jeanne, qui me vola mon attaché-caisse et son contenu, l'argent qu'il y avait dedans. Mais le juge d'instruction commis à cette affaire n'avait pas tenu compte du fait que M. Marie-Jeanne avait montré dans un meeting mon attaché-caisse, et il a considéré qu'il y avait un non-lieu. Un ouragan donc politique d'un autre genre, mais en revanche pour ce qui concerne les innombrables victimes et les vastes destructions que subissent nos îles. Mais cela étant, notre sympathie, notre compassion va à ceux de nos compatriotes qui ont souffert de cet accident climatologique, mais qui est relativement dans sa nature banale à cette saison dans les Antilles, mais qu'il est exceptionnel par sa violence particulière. Je crois que ça arrive tous les 60 ans, quelque chose de ce genre. Autrement dit, l'homme n'a pas encore totalement dominé la nature, Dieu merci. Et vous ne pensez pas que la question du réchauffement climatique soit au cœur de l'amplification de ces phénomènes ? Oui, possible, ça, oui, en effet. Oui. Alors, avant de traiter l'autre actualité, la vôtre, un mot peut-être sur l'été que vous avez passé. La presse affirme que vous avez mis la dernière main au tome 1 de vos mémoires. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Oui, je l'ai lu et relu avec l'inquiétude qu'a toujours l'auteur, soit d'en avoir pas mis assez sur certains sujets, soit d'en avoir mis trop. Alors, il est certain que cet ouvrage doit comporter 2 volumes, puisque ma vie et ma vie politique se sont étalées sur près d'un siècle. Pas tout à fait, mais presque. Et que le premier tome ne va, si j'ose dire, que jusqu'à 72, mais comprend toute la période d'Indochine, d'Algérie, de mes premières élections au Parlement, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses tout de même. Et puis des origines, mes origines familiales, la description un petit peu du monde local qui m'environnait dans mon enfance et ma jeunesse, et qui font partie d'un monde d'avant-guerre, on peut dire, que les gens ne connaissent pas et qui peut-être leur sera révélé utilement. Donc encore un petit peu de patience, parution prévue, si tout se passe bien, janvier ou février 2018. Peut-être avant même, je ne sais pas, je n'ai pas de notion éditoriale. Alors, une autre actualité qui est beaucoup moins brillante, ça a été celle du président de la République, avec l'effondrement de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été surpris par la rapidité de cette chute, en quelque sorte ? Non, mais d'abord, il faudrait se souvenir qu'il était parti d'assez bas, et même de très bas, on peut dire, pour quelqu'un qui n'avait pas donné de raison de le critiquer par une action qu'il aurait menée avant, puisque c'était un inconnu presque parfait, bien qu'il ait été ministre de l'économie de Hollande, ce que tout le monde avait parfaitement ignoré. Bon. Et il est parti, je crois, de 23 ou 24. Par conséquent, s'il descend, comme on dit quelquefois, il va finir par trouver du pétrole. Alors vous avez été vous-même plusieurs fois parlementaire à l'Assemblée nationale, avec des majorités qui apparaissaient, comme ce fut le cas en 1958, une nouvelle majorité avec beaucoup de nouveaux députés. Vous avez le souvenir d'une telle impréparation Je crois que c'est un peu lié au fait que du volume du succès, si vous voulez. Il est certain qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas des spécialistes se trouvent élus et ne sont pas tout à fait au courant des procédures parlementaires. Mais
Ce que je crois surtout, c'est que c'est une bulle, et que comme il en a existé avec le RPF ou d'autres, le mouvement Poujade, et qu'aux prochaines élections, très probablement, M. Macron aura quelques difficultés à réunir un groupe important. Alors, les médias rivalisent depuis quelque temps de commentaires plutôt hostiles, réservés, insidieux concernant l'actualité du Front National. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cette actualité, c'est-à-dire les bisbilles qui semblent, comme des bulles à la surface de l'eau, crever, chaque jour un peu plus, et qui semblent accentuer des divisions à la fois sur la ligne idéologique et personnelle au sein du Front? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce matin, par exemple, le journal L'Opinion titrait la crise Marine Le Pen-Philippot s'accentue et risque de devenir extrêmement dangereuse pour l'unité du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a eu deux échecs qui étaient, on peut dire, non pas imprévisibles, mais peu probables, puisque le Front National était en quelque sorte sur une courbe montante, et que les élections présidentielles et les élections législatives qui ont suivi ont été évidemment très très décevantes. Et il y a à cela un certain nombre de raisons que la direction du Front National et les militants du Front National auraient intérêt à rechercher, à trouver et à combattre. En l'occurrence, à mon sens, il y en a au moins deux. L'une très importante et qui marquait d'ailleurs l'échec automatique des présidentielles, c'était mon exclusion, l'exclusion du président fondateur qui avait dirigé le mouvement pendant 40 ans et qui bénéficiait bien évidemment d'une aura et d'une influence à l'intérieur du mouvement. Et commencer la campagne électorale présidentielle en annonçant que, au lieu d'être unis, et au moment même où on appelait à l'union, on se présentait officiellement comme divisé gravement, ne pouvait pas déboucher sur un succès. Évidemment, par conséquence, compte tenu du fait que les élections législatives suivent maintenant presque immédiatement l'élection présidentielle, ça a été catastrophique et le Front National est arrivé en dernière position, alors qu'aux élections européennes, il était arrivé très largement en tête. Alors quel remède? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter que les choses s'aggravent? Écoutez, ce que je crois, c'est qu'il faut dire la vérité. C'est la vérité qui nous rendra libres. Il faut que les gens du Front National se rendent compte des erreurs qu'ils ont commises, n'hésitent pas d'ailleurs à les confesser, en disant, ben voilà, nous nous sommes trompés, nous avons fait des erreurs, mais nous allons changer d'axe, et en particulier quand nous avons mis l'Europe en tête des priorités de notre action politique et l'euro, nous nous sommes trompés parce que le phénomène dramatique qui menace la France, l'Europe et la civilisation occidentale de l'Europe, c'est justement l'immigration massive et ses conséquences que sont l'insécurité, le chômage, les déficits budgétaires et sociaux catastrophiques. Voilà, c'est ça qui doit être remis en place. Mais je crois que Marine Le Pen, si elle tient à garder le leadership, pardonnez-moi le mot, la responsabilité principale du mouvement, il faut qu'elle prenne conscience de cette nécessité de vérité et qu'elle change l'axe. C'est la seule condition qu'on peut mettre, mais c'est aussi celle qu'on peut exiger à son maintien aux responsabilités. Alors cet été fut aussi celui de l'attentat de Barcelone, et puis il y a les échecs de Daesh de plus en plus importants sur le terrain en Irak et en Syrie, et puis il y a la crise ouverte en Corée du Nord. Pour commencer, les attentats, Daesh, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Écoutez, je suis assez étonné du fait que Daesh préconise, encore qu'il y a eu des attentats meurtriers extrêmement graves, comme le Bataclan, mais quelques autres, mais je suis étonné de l'aspect amateur de l'action terroriste de Daesh en Europe, alors que sur d'autres théâtres d'opération, elle agit avec des moyens beaucoup plus puissants, des voitures piégées, non pas, mon Dieu, qu'on puisse les souhaiter, hélas, mais on doit s'en prémunir, on doit prévoir qu'il pourrait y avoir des formes d'attentats beaucoup plus violentes et meurtrières que celles qui ont été utilisées jusqu'à présent, dans notre pays en tout cas.
Vous aviez l'expérience de la bataille d'Alger quand vous faites la comparaison de ce que fut le terrorisme en Algérie et aujourd'hui. Si on fait la comparaison avec ce que fut la bataille d'Alger contre des réseaux terroristes extrêmement bien organisés, mais à partir de cela, ayant une certaine faiblesse aussi. Car à partir du moment où on arrivait à démonter l'appareil, eh bien il s'effondrait. C'est ce qui s'est produit au cours de la bataille d'Alger. Alors que là, il semble qu'on a préconisé au contraire une espèce de grande vacuité, avec des mots d'ordre, d'agression, que les gens doivent réaliser avec les moyens du bord, avec des couteaux, avec des choses comme ça. Ça me paraît un peu étonnant, je dois le dire. Souhaitons que ça ne s'aggrave pas et qu'il n'y ait pas d'autres moyens que cela, et que nos forces de l'ordre, nos éléments d'investigation arrivent à démonter à l'avance les opérations criminelles qui pourraient être suscitées. Alors s'agissant de moyens du bord, il semble que la Corée du Nord soit mieux équipée que Daesh. Là, est-ce que vous croyez qu'on est devant une crise majeure? Comment vous voyez les choses? Écoutez, là, il y a quelque chose de très dangereux, parce qu'il y a un proverbe français, vous savez, qui dit « jeu de main, jeu de vilain ». C'est-à-dire, on commence par faire du mano à mano, un peu comme un sport, et puis on porte un coup qui fait mal, et la riposte est plus violente, plus la riposte à la riposte, et ainsi il peut y avoir une escalade extrêmement redoutable, puisqu'elle met en jeu maintenant le nucléaire. Donc je croise les doigts, n'ayant aucune possibilité d'agir sur cette situation, je croise les doigts en espérant que tout le monde gardera son calme, comme d'ailleurs l'a recommandé Vladimir Poutine, en disant surtout gardez votre sang-froid, ne vous laissez pas entraîner dans le jeu de la surenchère. Alors dans l'actualité, il y a aussi de nouvelles déclarations du pape François, qui apparaît aux yeux de certains comme un récidiviste, puisqu'il lance un message en quelque sorte migrant sans frontières. Qu'est-ce que vous pensez de ces répétitions à ouvrir nos frontières et qui viennent du Vatican? Je suis atterré de la responsabilité que prend le pape François dans un problème aussi grave que celui-là, et cet appel à l'ouverture de nos frontières et à l'augmentation des flux migratoires me paraît suicidaire. J'ai d'ailleurs fait à cette occasion peut-être un tweet que d'aucuns ont pu regarder, en disant que le pape François serait sans doute plus recevable à préconiser l'entrée des chrétiens dans les églises plutôt que des migrants en Europe. Alors cet été a aussi été marqué par de très nombreuses disparitions de personnalités ces dernières semaines, et également des amis qui vous ont été très proches, et évidemment je pense en particulier à la mort de Mireille d'Arc. Vous aviez réagi. C'est vrai, Mireille d'Arc et Alain Delon, je les ai connus depuis il y a très longtemps déjà, et c'est évidemment, ça vous touche toujours un peu le cœur quand des gens qui vous ont été un si peu proches que ce soit, qui disparaissent et qui annoncent en quelque sorte notre destinée à tous. Alors, vous ne vous êtes pas occupé que de votre propre livre cet été, il y a eu aussi la lecture des autres auteurs. J'en ai amené quelques-uns, pas tous, parce que j'ai quand même profité de mon été ensoleillé pour lire. J'ai lu pas mal de choses. J'ai retrouvé une chose amusante et très intéressante, qui étaient des cahiers de François Brignot. Et en particulier, il fait la description d'un certain nombre de personnages, dont certains d'ailleurs ont disparu, mais qui est passionnante, et je vais m'efforcer de retrouver la collection complète de ces dossiers, qui sont un élément de travail très important pour ceux qui veulent connaître la réalité de la politique. Et puis, je reste dans la famille, en quelque sorte, un livre paru déjà à un moment, qui s'appelle « Israël-Palestine, assez de mensonges » par Roger Olindre. Roger a écrit beaucoup de livres, souvent très pertinents, très courageux. C'est le cas de celui-ci qui paraît, je regarde ça, parce que moi j'ai des lunettes pour voir de loin. De près, j'enlève mes lunettes. Qui est paru, c'est Godefroy de Bouillon. Et probablement, il y a un moment, je ne sais pas à quelle date exacte, mais je l'ai lu en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Il donne une bonne explication
sur les origines et les composantes du sionisme, c'est-à-dire l'obligation dans laquelle se trouve Israël de recevoir des apports de migrants juifs pour renforcer sa position et équilibrer ceux qui s'en vont dans un espace dont on sait qu'il lui est particulièrement hostile. Et puis, un livre de cet écrivain très distingué, avec beaucoup de classe, qui était Gonzague Saint-Brice, mort accidentellement dans un accident de voiture, vous le savez, et j'ai lu son Louis XI. Louis XI, le méconnu, qui est paru aux éditions Albin Michel il y a déjà un moment. Louis XI n'a pas très bonne réputation. Comment ? Ça n'est pas un roi qui a n'avait pas bonne réputation, mais justement, il est réhabilité par Gonzague Saint-Brice, qui montre que derrière l'aspect un peu rugueux de ce roi, il y a eu des créations très positives pour notre histoire. Donc, en même temps qu'une pensée amicale à l'égard de la mémoire de Gonzague Saint-Brice, un épisode, mais je ne lis pas que les livres qui paraissent. Il m'arrive d'en reprendre dans ma bibliothèque quelquefois, ce qui était le cas de celui-là. Et puis, livre étonnant d'un de nos amis, puisqu'il a été membre du DPS, de Gilles Rochard, qui s'appelle « Mercenaires sans blague », point d'interrogation, et qui est paru aux éditions Graziel. Et c'est picaresque, c'est l'histoire d'un de ces garçons qui ont, pendant des décennies dernières, participé à tous les combats qui se sont passés, en particulier en Afrique, en Asie, etc., et comme volontaires, comme mercenaires, mais en même temps combattants politiques pour une cause donnée. Et je dois dire que j'ai été très sensible à l'envoi que m'en a fait Gilles Rochard, que je félicite pour son travail. C'est un livre qui est passionnant à lire, il faut le dire. Et puis, je n'oublie pas que j'ai été officier de Légion étrangère, parachutiste. Et c'est un livre écrit par un légionnaire qui s'appelle « Mon étrange Légion ». C'est l'histoire de 14 ans de la vie d'un légionnaire dans la Légion étrangère française, qui évidemment, pour moi, a un intérêt affectif certain, mais qui, pour beaucoup de lecteurs, peut avoir un intérêt scientifique. C'est paru à Contre-Culture, qui est une collection dirigée par Alain Soral, et qui a tous les courages du monde, y compris dans l'édition. Et donc, mon étrange Légion, de Laurent Boucher. Laurent Boucher raconte sa vie de légionnaire dans tous les combats dans lesquels la Légion étrangère a été engagée récemment, et ça, c'est aussi très intéressant. Jean-Marie Le Pen, merci. Et la semaine prochaine, ou dans les jours qui viennent, la semaine suivante, dès que ce sera possible, Marie Derbès reprendra merci de vous être son poste légitime. À Marie, évidemment, vous n'avez pas les mêmes atouts. J'en suis conscient. Cependant, vous en avez d'autres. J'en suis conscient. À bientôt, Jean-Marie Le Pen.